Docteur Daniel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors merci d'être à nouveau là, comme chaque mercredi dans notre studio pour parler économie et pour nous livrer vos conseils toujours judicieux et intéressants sur les derniers développements. Alors cette fois-ci, avant de parler de conseils, on va essayer de faire une analyse d'un développement important qui est intervenu dans la semaine avant-hier, puisque la Banque d'Israël a décidé pour la première fois depuis 2015, si je ne m'abuse, de rehausser le taux le taux d'intérêt directeur, on va dire, on appelle cela comme ça, j'espère. Et donc ce taux qui était resté pendant plusieurs années à 0,1%, c'est-à-dire quasiment nul, eh bien il a été augmenté à 0,25%. Ce n'est pas énorme, mais cela peut avoir des répercussions. De quelles répercussions s'agit-il ? Oui, comme je vous dis d'habitude, la Banque d'Israël attend notre chronique 1 ou 2 jours avant pour faire les grandes décisions. Ouais. Maintenant, pour le fond, la chose est comme ça. La Banque d'Israël, point de vue économique, fait l'analyse suivante. D'abord, il faut savoir, comme nous l'avons dit, le nouveau directeur de la Banque d'Israël, Amir Yaron, n'est pas encore entré. Ouais. Celle qui a pris la décision, c'est une intérimaire. On la connaît, elle est francophone, elle s'appelle Nadine Beaude-Trachtenberg. Oui. Elle était même dans ce studio il y a quelques semaines. Ah bon ? Voilà. C'est la femme du fameux Trachtenberg. Je ne savais pas que vous aviez des gens si... Oui. Elle était la numéro 2 de la Banque d'Israël et comme on attend le prochain, elle devient le numéro 1 et donc elle a pris cette décision. Mais elle est toujours numéro 1, numéro 2 ? Non, elle est numéro 1 et en attendant que le Amir Yaron soit... Elle reste à la banque à part après ça. Après, j'en sais pas. Elle vous le dira sûrement à quel temps. Elle le dira peut-être, voilà. Maintenant, ce qui est important, la chose suivante. Et justement, c'est ce qu'on a, d'abord, point de vue élégant, au point de vue de ce qui se fait ou pas, beaucoup de gens dans la presse économique ont trouvé que ce n'était pas qu'une décision de ce genre doit être prise par quelqu'un qui n'est pas là pour un mois, mais puisque c'est une décision qui a un impact sur l'ensemble de l'économie. Maintenant, point de vue économique, elle a voulu dire la chose suivante. La Banque d'Israël voit que depuis plusieurs mois, l'inflation a un peu augmenté, revient dans ce qu'elle a dit, la stabilité entre 1 et 3%, on n'est plus en période de déflation. Elle dit, le chômage, on est en plein emploi en Israël depuis un certain temps, autour de 4%. Nous avons souvent dit d'ailleurs que c'est une chose qui est discutable. On en parlera sûrement après sur les différentes faillites qu'ils ont. Et elle dit, elle voit que la Fed en Amérique augmente les taux, et donc elle dit, je veux donner un petit signe, c'est pas... Elle aurait pu faire un quart de %. Vous avez bien précisé 0,15. Comme Carlon a dit hier, c'est pas dramatique. Donc, ça, c'est une chose. Elle a voulu donner un petit signe. La question est de savoir si ça s'arrêtera là ou pas. Maintenant, quelles sont les conséquences pour les gens? Il faut savoir que la plupart des taux d'intérêt que les gens contactent face à leur banque ou même aux instituts de crédit ou par les cartes de crédit sont liés à ce taux bancaire que vous aviez dit. De toute façon, il y a toujours 1,5 point en plus pour ça. Et donc, maintenant, ça va. Donc, on était à 1,6 et maintenant, on va passer à 1,85. Mais pour les gens, il y aura un coût supplémentaire dans le taux d'intérêt. Pour les gens qui ont pris des mashkantaot, ça veut dire les prêts pour les logements, une grande partie de ces prêts sont aussi, un tiers à peu près, sont souvent basés sur ce taux de bancaire. Et donc les gens, et surtout les gens pour qui chaque shekel est important, vont avoir à payer plus par mois. D'un autre côté, jusqu'à maintenant, nous avons souvent dit, les investissements dans qui n'étaient pas du tout risqués, c'est-à-dire aller à la banque et dire voilà, je vous un dépôt, ce qu'on appelle en Israël un PACAM, donnait rien du tout jusqu'à maintenant. Alors, elle donnera 0,15% en plus. Je pense pas que c'est grand-chose, en plus qu'il y a dessus 15% d'intérêt. Donc, je pense pas que ça soit quelque chose de fondamental, que ça va changer par rapport aux gens. Mais je pense que nous avons ici développé et expliqué de quoi il s'agissait. Alors, donc ça, c'est un développement important. Alors, nous allons passer justement à des sujets moins connus, en tout cas, de nos lecteurs et de nos auditeurs, on va dire en particulier. Vous nous informez que la compagnie télémarketing Family Deal a été condamnée à 5 millions de shekels d'amende par l'autorité de défense des consommateurs. Pourquoi ? Oui, comme je l'ai parlé souvent, il existe une autorité qui est liée par le gouvernement, une reshoot, comme on appelle ça, qui est chargée de protéger les consommateurs et qui a le droit de donner des amendes si elle se rend compte, non pas en passant par le système judiciaire, mais elle propre par un système administratif, de pouvoir donner des amendes lourdes si elle voit que les consommateurs ont été abusés. Et il y a une compagnie télémarketing qui s'appelle Family Deal, comme vous venez de le dire, qui a fait plusieurs infractions par rapport aux consommateurs. D'abord, des fois, qu'est-ce qu'elle faisait de pas bien? Sur quoi elle a été condamnée? De quoi elle s'occupe? Elle dit voilà, allô, est-ce que vous êtes intéressé à avoir des meubles, de ça, etc. Vous vous dites non. Eh ben, elle vous l'apporte.
et vous dit, vous êtes obligé de payer. C'est une des choses qui est arrivée qu'elle a fait. Ah bon? Elle a dit, elle a apporté des choses. Pourquoi on serait obligé de payer? Mais les gens, vous croyez, on en a parlé souvent, il y a des gens qui sont en Israël qui sont naïfs. Des fois naïfs, des fois des gens âgés, des fois des gens qui n'ont pas donc c'est une compagnie d'arnaque. On peut dire oui, elle a fait des choses. On ne va pas se faire attraper par eux. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on dirait là pourquoi pas la police, mais justement, comme il s'agit d'une infraction à la loi de la consommation, on en parle souvent ici, Israël, à cause des abus de certaines compagnies, a mis des barrières qui permettent aux consommateurs de se défendre. Vous avez un produit qui vous arrive qui est mauvais, quand vous l'avez acheté en télémarketing, vous avez un certain temps pour le rendre. Et elle disait non, vous pouvez pas le rendre. Des choses de ce genre. Les prix étaient différents de ce qu'elle disait que quand ça arrivait. Tout ce qu'elle pouvait faire comme infraction. Maintenant, elle aurait dû même payer 6 millions de shekels, mais comme on dit, c'est la première fois qu'on te prend, là, on te donne 20% moins. Mais c'est quand même, je pense, un signe pour tous les entreprises de télémarketing de respecter le client. Il ne peut pas y avoir une économie saine sans qu'il y a, et surtout les gens, comme vous venez de dire, qui sont naïfs ou qui n'ont pas la volonté de se battre contre des gens qui les anarquent. Alors, ça, c'est un point important. Vous nous parlez aussi de la faillite et d'une bonne nouvelle et d'une mauvaise nouvelle dans le domaine des grands centres de consommation, en tout cas des grands supermarchés. La faillite de Coop, la célèbre coopérative alimentaire qui est en faillite, alors que parallèlement, Ocherad, la célèbre, non moins célèbre chaîne de supermarchés pour le public, on va dire, plus orthodoxe, bien qu'il y a c'est pas obligatoirement destiné uniquement au public orthodoxe, elle a fait un exit assez impressionnant. Oui. Ah bon, alors, on va parler d'abord de la Coop. Comme vous le dites, c'est très connu. C'est une entreprise qui a 150 succursales. Beaucoup dans les endroits C'est probablement l'une des plus anciennes en Israël. C'est exact. Et il y a 1000 employés là-bas. Et au début, hier, avant-hier, ils sont allés au tribunal en disant on fait ce qu'on appelle akpat alichim, ça veut dire demander qu'on bloque les dettes, mais finalement, sans doute, d'après ce que la presse dit, c'est foutu, quoi. Il y aura, on va aller à la faillite, on va aller à la cessation, elle sera peut-être rachetée comme des entreprises par Rémi Lévy et autres, mais il n'y a apparemment, elle n'aura apparemment pas la possibilité de redevenir bien. Quel était son problème? Elle a voulu donner des prix trop faibles, d'ailleurs, aux gens, apparemment, pas plus que par rapport à ce qu'elle devait le faire. Et apparemment, c'est quelque chose comme ça. Maintenant, ce qu'il a tué parce que c'est plutôt connu comme des supermarchés relativement chers. C'est vrai, vous avez raison, mais apparemment, c'est on en parlera à Ocherad, il vit sur la quantité, alors peut-être elle n'avait pas cette possibilité. Et donc, et ce qu'il a, comme nous parlons souvent, ce qu'il a rendu à faillite de cette façon-là, c'était un problème de trésorerie. On en a parlé souvent de ça, même si l'entreprise, comme vous dites, peut avoir beaucoup de succursales, peut être connue, etc. Si elle a un problème de trésorerie, et il faut bien qu'elle soit des Tnuva et tout ça qui lui donne du lait. Elle a compris elle a eu d'ailleurs des indications quelques mois avant qu'il ne faut plus maintenant lui donner à crédit, il faut avoir des espèces quand on lui vend, et des choses comme ça ont fait que la coop, d'habitude dans les commerces vivent là-dessus, ils ont des crédits par rapport pas cher par rapport à leurs fournisseurs, et ils font le contraire. Maintenant, Ocherad, qui est très intéressant, c'est une entreprise qui a plusieurs années, comme vous dites, qui a visé surtout le discount, même avant d'abord, il a commencé dans le public orthodoxe et ils ont bien réussi. Mais ils vont même maintenant dans des endroits, dans plusieurs villes et dans des endroits qui ne sont pas obligatoirement orthodoxes. Ils ont même été l'année dernière aux États-Unis, à Brooklyn. Ah bon? Ils ont donné une succursale. Devant cette réussite, ils étaient 3 ou 4, ils ont décidé, on veut un peu d'argent maintenant. On a eu une bonne idée, on a bien fondé, on a mis de l'argent au début. Maintenant, on veut réaliser l'investissement qu'on avait fait. Ce qu'on appelle un exit. Et là, le fonds qui s'appelle IPAX, celle elle dirige par exemple Sagot et des gens comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'argent, a décidé de l'acheter pour $1 milliard de shekels. Et donc, eux, ils vont garder... Alors, les gens m'ont dû dire, mais ça veut dire que vous ne pourrez plus aller au Ocherad. Non, Ocherad ne va pas fermer. Ocherad restera avec les mots propriétaires, ils vont recevoir 500 millions de shekels et céder 50% des actions. Et je ne pense pas que la politique va changer puisque c'est ça qui a fait son succès. Alors très rapidement pour terminer, une information qui concerne l'OCDE, il y en a régulièrement. Israël risque de rentrer dans la liste noire des pays qui servent de pays d'évasion fiscale. Oui. C'est pas nouveau ça, non? Non. Hier,
le chef de l'OCDE a envoyé à Carlon et à Netanyahu une lettre en disant si vous ne faites pas maintenant les nouvelles règles de l'OCDE, nous vous mettons dans les pays qui sont, comme vous l'avez dit maintenant, suspectés de protéger les flux d'évasion fiscale. Et nous avons parlé récemment sur quoi est que à la Knesset, il y a la commission des finances qui justement depuis plusieurs mois essaye d'aller sur cette régulation. Il y a le problème de ce qu'on a appelé la semaine dernière, quand on en a parlé, les gmachim, c'est-à-dire les fonds philanthropes. Oui. Et Gafni est d'accord que tout le reste, oui, mais pas que les fonds philanthropes. Or, les fonds philanthropes aussi peuvent, d'après l'OCDE, être sujets à faire d'évasion fiscale, et c'est pour ça qu'ils sont avancés. Mais je voudrais vous dire que de l'équivalent à ça, la semaine dernière, c'est pas encore entré une loi, mais c'est la Vadat Ruka, celle qui fait, c'est juste avant la loi, a décidé que maintenant vous allez chez un changeur officiel et vous changez pour 50 000 shekels et autres, immédiatement, ce que vous allez faire sera donné donné aux impôts. Donc, d'un côté, Israël veut rentrer dans une régulation, mais de l'autre côté, elle risque d'être punie. On verra comment ça va être. Donc, soyez prudents. Soyez prudents. Voilà. Merci beaucoup, docteur Daniel Guggenheim, pour cette chronique et ces conseils toujours très avisés dans le domaine économique et financier. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans notre studio, sur Studio Qualita. Nous approchons de la fin de cette heure d'actualité. Vous pouvez suivre après, Eliana nous a quittés, mais vous pourrez suivre après, comme chaque matin, les programmes de Cathy Choukroun avec divers invités dans les différentes émissions de Cathy Choukroun. Et pour ma part, on se retrouve demain matin à 8h précis sur Studio Qualita pour une nouvelle heure d'actualité. Agréable journée. À demain. Shalom, shalom.